Dans cette séquence, on va revenir à la neurophysiologie, la toute première partie de la neurophysiologie qui s'intéresse à l'organisation du système nerveux et à l'histologie du système nerveux. J'ai lancé sur la chaîne un petit sondage pour vous poser une question toute simple. Quel sujet voulez-vous que j'aborde dans la séquence suivante? La plupart d'entre vous ont choisi l'évolution biologique, les mécanismes plutôt de la spéciation. En deuxième lieu, il y a eu le choix de l'histologie et de l'organisation du système nerveux. Donc je vais d'abord commencer par l'organisation et l'histologie du système nerveux et ensuite dans la séquence suivante, promis, je vais parler des mécanismes de la spéciation, ce qui fait donc partie de l'évolution biologique. Je reviens donc à ce système nerveux. Donc j'ai représenté déjà sur le tableau la vue générale du système nerveux, des coupes réalisées à différentes régions du système nerveux. Donc voilà les coupes A, B et C, les coupes A, B et C. Et à la fin, je vais passer aux résultats histologiques, c'est-à-dire l'observation microscopique des différentes régions du système nerveux. Et je vais faire le lien, bien sûr, entre la structure histologique des différentes parties de ce système nerveux. Je vais donc commencer par l'organisation générale du système nerveux. Donc, c'est la même organisation qu'on rencontre chez la plupart des animaux, surtout chez les mammifères. On distingue un système nerveux central qu'on appelle le névrax. Donc, le système nerveux central, ça occupe l'axe de symétrie de l'organisme, donc à savoir l'encéphale contenu dans le crâne, la moelle épinière tout le long du dos. Donc, voilà l'encéphale. Je vais mettre déjà dans cette première accolade. Encéphale. Et voilà la tige ou bien le cylindre qui correspond à la moelle épinière. L'encéphale et la moelle épinière, donc, qui composent ce système nerveux central, renferment les centres nerveux, ces parties du système nerveux qui intègrent toutes les informations reçues à partir des récepteurs sensoriels et qui prennent des décisions en fonction justement de ces informations. L'encéphale est un ensemble de 3 régions anatomiques. Il y a les 2 hémisphères cérébraux, donc 2 hémisphères cérébraux, et ça correspond donc au cerveau. Donc il est déjà clair que les termes cerveau et encéphale ne sont pas strictement synonyme. Le cerveau, c'est une partie de l'encéphale, mais c'est la plus grosse partie de l'encéphale, puisque le cervelet et le bulbe rachidien occupent des volumes beaucoup moins importants. Donc voilà le cervelet et voilà le bulbe rachidien. Donc je répète, l'ensemble des centres nerveux qui sont contenus dans le crâne, l'os de la tête, constitue l'encéphale. L'encéphale est subdivisé en 3 grandes régions, les 2 hémisphères cérébraux, 2 hémisphères parce que ce sont 2 moitiés de la sphère qui constitue ce cerveau. Il y a le cervelet qui est lui-même composé de 2 hémisphères, on dit les hémisphères cérébelleux, et il y a le bulbe rachidien. Donc, de façon plus scientifique, on parle du tronc cérébral. Le bulbe rachidien fait partie du tronc cérébral, mais dans le cadre de notre programme officiel, on ne parle pas beaucoup de ce tronc cérébral, on dit plutôt bulbe rachidien. Au-dessous du bulbe rachidien, donc toute cette tige, c'est la moelle épinière. Il y a 2 régions caractéristiques de la moelle épinière, 2 régions qui sont plus larges que le reste de la moelle épinière. Donc voilà la première, voilà la deuxième. On parle de renflement. Il y a le renflement cervical. Pardon. Donc renflement cervical, c'est à peu près au niveau du cou. Et il y a le renflement lombaire. La région lombaire, c'est connu, c'est la région du bas du dos. Ces 2 régions élargies, donc qu'on qualifie de renflement, sont le lieu de naissance de beaucoup de nerfs, des nerfs rachidiens qui vont donc sortir, émerger de la moelle épinière pour aller vers les 2 bras et les 2 jambes de l'être humain. Donc une petite zone de la moelle épinière par laquelle vont émerger beaucoup de nerfs va devenir plus large, plus gonflé. On parle donc du renflement cervical. Voilà donc le système nerveux central.
Le système nerveux périphérique, c'est l'ensemble de tous ces filaments qui vont émerger des centres nerveux, que ce soit l'encéphale ou bien la moelle épinière. Ces filaments vont se prolonger jusqu'à atteindre la plupart des territoires du corps humain. C'est ce qu'on appelle les nerfs. Il y a des nerfs qui émergent de l'encéphale et des nerfs qui émergent de la moelle épinière. Donc on va distinguer deux familles de nerfs. Les nerfs crâniens. Donc, ce sont les nerfs qui prennent naissance au niveau de l'encéphale. Ça innerve surtout les différentes parties de la face. Et il y a les nerfs rachidiens qui émergent de la moelle épinière. Vous remarquez que ce terme rachidien s'est déjà répété 2 fois. Rachidien, ça veut dire en lien avec la moelle épinière. On dit rachidien ou bien spinal. On peut parler du bulbe spinal ou bien les nerfs spinaux. Donc spinaux ou rachidien, ça veut dire c'est attaché à la moelle épinière. Voilà donc en gros l'organisation du système nerveux. Je passe maintenant à 3 coupes réalisées à 3 endroits différents de ce système nerveux. Donc une coupe réalisée au niveau de l'encéphale qui va principalement passer par les hémisphères cérébraux, une coupe réalisée au niveau de la moelle épinière et une coupe réalisée au niveau d'un nerf rachidien. Et il s'agit dans ce cas de 3 coupes transversales, c'est-à-dire selon le plan de largeur de l'organe. Je commence donc par une coupe transversale de l'encéphale. Qu'est-ce qu'on remarque à l'intérieur de l'encéphale? Donc voilà un hémisphère cérébral. Le deuxième hémisphère cérébral, voilà des sillons. Donc les sillons, ce sont des circonvolutions profondes. Circonvolutions, ça veut dire des replis qui sont caractéristiques de la surface de l'encéphale des mammifères. Par exemple, l'encéphale humain, la surface n'est pas lisse, elle est fortement plissée. Ces plis sont appelés des circonvolutions et il existe des plis beaucoup plus profonds que les autres. Voilà des circonvolutions. Il y a des plis plus profonds qu'on appelle des sillons. Donc, ce sont les sillons interhémisphères cérébraux. Qu'est-ce qu'on remarque donc dans cette coupe? Il y a une petite zone externe, si vous voulez, une écorce, une couche externe qu'on appelle la substance grise. Donc, c'est une substance grise externe qu'on appelle le cortex cérébral. Le cortex cérébral est un ensemble de centres nerveux qui contrôlent des fonctions volontaires de l'organisme. Donc, qui contrôle par exemple des mouvements volontaires, qui contrôle la vision, l'audition, l'ouïe, etc. Il y a une deuxième région qu'on observe sur la coupe transversale, c'est la substance blanche. Donc, c'est une substance blanche qui est interne. Donc, ces deux substances se distinguent finalement par leur aspect, leur couleur. Il y a une écorce foncée, c'est la substance grise. Une zone interne plus claire, c'est la substance blanche. Et on constate l'existence de substances grises, donc foncées, à l'intérieur, dans les profondeurs de l'encéphale. On parle donc de substances grises profondes, ou bien vous trouverez dans certains documents le terme noyau gris profond. Donc noyau, ce sont ces régions de substances grises enfouies en profondeur de l'encéphale. Voilà donc 2 types de substances qu'on rencontre au niveau de l'encéphale. Je passe à la coupe transversale réalisée au niveau de la moelle épinière et vous constatez que les 2 substances se retrouvent aussi dans la moelle épinière, mais cette fois-ci en position inversée. La substance grise qui était externe dans l'encéphale est interne au niveau de la moelle épinière et vice-versa, la substance blanche interne dans l'encéphale est externe dans la moelle épinière. Donc voilà toute la région claire de la moelle épinière qu'on appelle la substance blanche externe. La substance grise interne de la moelle épinière est caractérisée par la présence de 4 extrémités. Ça ressemble à la lettre H, bien sûr notée en majuscule. Ces 4 extrémités sont appelées des cornes. Donc il y a des cornes postérieures ou dorsales qui sont pointues, effilées, qui ne sont pas très larges. Et il y a des cornes
Donc, corne, au lieu de postérieur, on dit antérieur ou corne ventrale. Ces cornes ventrales ou antérieures sont beaucoup plus larges que les cornes postérieures. Donc, je répète, voilà la forme de la lettre H. Voilà les deux extrémités pointues qu'on appelle les cornes postérieures et les deux extrémités plus larges qu'on appelle les cornes antérieures. Et il y a aussi les sillons donc, qui séparent les deux moitiés de la moelle épinière. Donc, c'est l'équivalent des hémisphères au niveau de l'encéphale. Mais là, on ne donne pas des noms spéciaux à ces deux moitiés de la moelle épinière. Qu'est-ce que j'ai ajouté dans la coupe transversale? J'ai dit que les nerfs rachidiens sont reliés à la moelle épinière. Eh bien, comment se fait la liaison? Voilà donc un nerf rachidien. Sur la coupe transversale, bien sûr, vont apparaître deux nerfs rachidiens l'un en face de l'autre, parce que les nerfs forment des paires qui se dirigent l'une du côté droit, l'autre du côté gauche du corps. Donc, il existe 31 paires de nerfs rachidiens dans l'organisme. Donc, le nerf rachidien va s'attacher à la moelle épinière par deux ramifications. Voilà les deux ramifications. Donc, une ramification qu'on appelle la racine dorsale ou bien racine postérieure, et elle est en face, vous remarquez, de la corne postérieure de la substance grise. Cette racine postérieure est caractérisée par la présence d'un renflement, donc une zone gonflée. C'est le ganglion spinal. La deuxième ramification du nerf rachidien ne renferme pas ce ganglion, et c'est une racine ventrale, ou bien on dit une racine antérieure et qui est donc histologiquement en face de la corne antérieure de la substance grise de la moelle épinière. Donc vous découvrirez dans le reste de ce thème neurophysiologie qu'il existe une continuité histologique et fonctionnelle entre les cornes postérieures et les racines postérieures des nerfs rachidiens et entre les cornes antérieures et les racines antérieures du nerf rachidien, mais je ne vais pas parler dans cette séquence de cette relation, je vais parler seulement de la description des structures soit anatomiques, soit histologiques. J'arrive à la coupe C, c'est une coupe au niveau des nerfs rachidiens, et dans le cadre de notre programme officiel, on ne parle pas des coupes des nerfs crâniens, mais ça montre à peu près les mêmes structures. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le nerf rachidien? C'est un élément allongé qui a été coupé dans le sens de la largeur. Ça va apparaître sous forme d'un cercle. Donc, à l'intérieur du nerf rachidien, on distingue des ensembles, voilà ces ensembles, qu'on appelle des faisceaux de fibres nerveuses. Puisque les nerfs constituent le système nerveux périphérique, donc ces fibres nerveuses qui composent le nerf et qui sont groupées en faisceaux sont des fibres nerveuses périphériques. Beaucoup d'élèves font la confusion entre nerfs et fibres nerveuses. Donc les fibres nerveuses constituent un nerf. Donc l'ensemble gros, c'est le nerf. Les petits éléments constitutifs du nerf, ce sont les fibres nerveuses périphériques, puisque les nerfs, comme j'ai dit, constituent le système nerveux périphérique. Donc, chaque faisceau de fibres nerveuses est entouré par une enveloppe conjonctive. Voilà les enveloppes conjonctives. Le nerf lui-même en entier est entouré par une enveloppe conjonctive. Donc, je vais mettre au pluriel. Dans le tissu conjonctif qui sépare les différents faisceaux de fibres nerveuses, il y a des vaisseaux sanguins. N'oubliez pas que le nerf est un organe vivant qui respire, qui s'alimente. Donc, des vaisseaux sanguins. Et au niveau donc d'un faisceau de fibres nerveuses, on retrouve, voilà, une fibre nerveuse périphérique. Donc voilà, il y a un point au centre qui donne l'impression d'un noyau. Ce n'est pas du tout un noyau, entouré par une partie blanchâtre. Ce n'est pas un cytoplasme, ni une membrane cytoplasmique. C'est ce qu'on appelle des fibres nerveuses périphériques et je vais tout de suite expliquer
À quoi correspond ce point central et cette matière blanchâtre qui l'entoure? Voilà, donc j'ai terminé avec les coupes A, B et C. Et j'arrive enfin à l'observation microscopique de ces différentes régions. Donc, ces différentes régions, il existe trois régions: la substance grise, la substance blanche et les nerfs. Donc, au niveau de la première observation, donc vous voyez ce petit cadre, ça contient une petite portion de la substance grise, une petite portion de la substance blanche que j'ai agrandie au niveau de ce schéma. Donc, ce schéma correspond en partie à la substance grise et dans l'autre partie à la substance blanche. Pourquoi est-ce que la substance grise apparaît foncée? Eh bien, c'est une substance qui est pleine de cellules avec des noyaux. Les noyaux apparaissent toujours comme des granulations noires foncées. Donc, cette substance grise est tellement pleine de cellules, donc pleine de noyaux, que ça va donner un aspect foncé, un aspect gris, et on l'a donc simplement appelé la substance grise. Donc, il existe deux types de cellules qui composent cette substance grise. Les grosses cellules, donc vous voyez que la taille est plus grande. Ce sont donc les corps cellulaires, ou bien on dit les péricaryon, ou bien les somas. Ce sont des cellules caractéristiques grâce à leur forme étoilée. Donc, la forme étoilée provient de la présence de deux types de ramifications du cytoplasme. Une ramification unique et épaisse, donc unique, une seule par corps cellulaire qu'on appelle l'axone, et des petites ramifications plus courtes et avec plusieurs ramifications, donc très ramifiées, elles sont fines, qu'on appelle les dendrites. Donc, les corps cellulaires ont la forme étoilée grâce à ces deux types de ramifications, axone et dendrite. Voilà donc des dendrites et un axone. Le deuxième type de cellules qu'on rencontre encore dans la substance grise, ce sont les cellules gliales. Ce sont en quelque sorte des cellules accompagnatrices, donc qui accompagnent les corps cellulaires pour leur fournir leurs besoins nutritionnels, les échanges gazeux, pour les défendre contre des invasions de microbes et aussi pour assurer la myélinisation de leurs fibres nerveuses. Je vais tout de suite parler de la myélinisation. Donc, lorsqu'on quitte la substance grise pour passer à la substance blanche, qu'est-ce qu'on va retrouver? Les prolongements des axones de ces corps cellulaires. Donc, on ne retrouve pas les corps cellulaires dans la substance grise, mais dans la substance blanche, pardon, mais seulement leur prolongement. Ces axones vont s'entourer par une matière spéciale très importante dans le système nerveux, à savoir la gaine de myéline. La gaine de myéline est un lipide. Donc, c'est une famille de substances organiques. C'est un lipide blanchâtre de couleur blanche qui va engainer, donc qui va entourer les prolongements axoniques des corps cellulaires dans la substance blanche sous forme de petits segments, donc un segment de myéline, un deuxième, un troisième, etc. Cette substance, donc la myéline, donne l'aspect clair à la substance blanche. C'est pourquoi on parle de substance blanche. Au niveau des nerfs, si on agrandit, voilà le cadre que j'ai agrandi, donc si on agrandit les fibres nerveuses périphériques, voilà l'observation des fibres nerveuses périphériques, l'élément au centre, c'est l'axone. Il est entouré par deux éléments, donc la gaine de myéline que j'ai déjà évoquée dans la substance blanche et la gaine de Schwann, ou bien gaine de Schwann, prononcée comme vous voulez, qui est formée de cellules nucléées. Donc, ce sont des cellules de forme cylindrique, à l'intérieur desquelles on trouve cette gaine de myéline qui entoure elle-même l'élément central qu'on appelle l'axone. Donc, je répète, si vous observez un axone au niveau de la substance grise, l'axone est nu. Il n'est entouré par aucun autre élément. Lorsque cet axone se prolonge pour pénétrer dans la substance blanche,
il devient entouré par la gaine de myéline. Et ce même axone, donc en réalité c'est le prolongement des axones qu'on retrouve dans la substance grise et la substance blanche. Donc au niveau du nerf, cet axone devient entouré par la gaine de myéline et par des cellules cylindriques, les cellules de Schwann, qui composent la gaine de Schwann. La gaine de myéline forme des segments séparés par des petites zones où on peut voir l'axone interne, donc l'axone est nu au niveau de ces petites zones, qu'on appelle les nœuds de Ranvier. Et lorsque vous allez étudier comment fonctionnent ces fibres nerveuses, vous allez comprendre l'importance des nœuds de Ranvier, l'importance de la gaine de myéline. On peut rencontrer au niveau des nerfs un type particulier de fibres nerveuses périphériques, particulier parce qu'il renferme seulement l'axone et la gaine de Schwann. Donc, qu'est-ce qui manque dans ce cas particulier de fibre? Il n'existe pas une gaine de myéline, donc l'axone est directement entouré par la gaine de Schwann, et dans ce cas, on ne parle pas de nœud de Ranvier, donc même si vous avez l'impression qu'il s'agit de nœud de Ranvier entre une cellule et une autre, histologiquement, on ne parle pas de nœud de Ranvier s'il n'y a pas de gaine de myéline. Donc, le nœud de Ranvier, c'est une petite zone où l'axone n'est pas recouvert de myéline. Donc, dans ce cas, on va distinguer deux types de fibres nerveuses périphériques selon la présence ou l'absence de la myéline. On parle des fibres nerveuses myéliniques, on dit aussi fibres nerveuses myélinisées, et les fibres nerveuses amyéliniques. Donc, ce A privatif, c'est-à-dire les fibres nerveuses où il n'y a pas de gaine de myéline. Et bien sûr, ces fibres nerveuses sans myéline ont aussi émergé au niveau d'axones provenant de la substance blanche et de la substance grise. Et bien, l'axone est en totalité sans myéline, donc du début à la fin, il n'y a pas cette gaine de myéline qui entoure l'axone. Voilà donc un tour d'horizon de l'anatomie et de l'histologie du système nerveux, et comme promis, dans la prochaine séquence, je vais parler des mécanismes de spéciation dans l'évolution biologique.